Donc bonsoir à tous pour ce webcast de février organisé par le Gus France. Donc aujourd'hui on va parler de Power BI avec deux parties. Pour ce premier webcast on va parler surtout de la version 2 de Power BI et donc de toutes les nouveautés, du modèle de licensing, comment ça va marcher, qu'est-ce qui se passe quand j'ai déjà Power BI. Donc voilà, l'idée ça va être d'essayer de vous présenter un peu cette nouvelle version de Power BI. Et avant de démarrer, je vais juste quand même me présenter. Donc je suis Jean-Pierre Riel, je suis membre du board du GUS, mais je suis aussi responsable d'un pôle Data et BI chez un pure player Microsoft qui s'appelle Azeo, et je suis également MVP SQL Server depuis de nombreuses années. Donc voilà pour les présentations. Là, on referme cette petite minute publicitaire, et l'idée c'est de parler d'un sujet qui me tient à cœur et sur lequel je me suis spécialisé, c'est Power BI et en particulier Power BI V2. Donc on peut se dire déjà une V2, en effet c'est vrai que Power BI alors est en bêta, est disponible en bêta depuis maintenant juillet 2013, donc on est déjà à 1 an et demi, mais ce qu'on appelle la GA, la General Availability, donc en fait la version disponible pour les clients, date d'à peine 1 an, si je me souviens bien. On était dans ces eaux-là, janvier-février. Donc on peut se dire un produit qui a déjà 1 an et qui a déjà une V2, pourquoi, comment? Alors si vous avez déjà fait du Power BI, je ne vais pas revenir sur une description de ce que fait Power BI actuellement, la version que vous pouvez acheter et utiliser, mais si vous en faites, vous savez qu'il y a quelques limitations, quelques éléments qu'on aimerait améliorer, quelques points de friction qu'on peut avoir sur la version. Ça c'est le premier point qui fait qui peut justifier une V2. Le deuxième point, c'est tout simplement que Microsoft travaille énormément, investit énormément dans ce produit, dans Power BI, et notamment vous avez certains modules qui sont mis à jour, donc depuis 18 mois, qui sont mis à jour tous les mois. Donc je pense par exemple à Power Query qui est sorti bien avant la GA de Power BI, donc qui est mis à jour tous les mois, à chaque fois avec des nouvelles features, des corrections, des améliorations, etc. Donc on a un rythme très soutenu et très riche de la part de Microsoft sur ce produit, et donc ça justifie le fait de dire qu'à un moment, vous avez certainement tous fait du développement, on versionne, il y a un moment il faut mettre le tampon et dire qu'on est sur la version 2. Donc on a deux facteurs qui sont le rythme très rapide de Microsoft à mettre à jour le produit, et puis les limitations qu'il faut lever et les nouvelles fonctionnalités qu'on veut offrir aux utilisateurs. Enfin, il y a un troisième point qui est aussi d'apporter une version majeure à Power BI avec tout un tas de nouvelles fonctionnalités. Je vous ai dit que c'était mis à jour très régulièrement, mais on peut avoir des grosses fonctionnalités qui peuvent arriver. Et c'est le but, ça va être de creuser un petit peu sur ces fonctionnalités pendant ce webcast. Alors, j'ai fait un petit schéma. L'idée, c'était d'avoir un What's New un petit peu imagé plutôt que de vous faire des bullet points. Je vous rassure, c'est le slide juste après les bullet points. Donc, déjà, on garde toujours ce double côté qui est donc ce double côté très hybride, qui est j'ai des outils on-prem, on va les détailler un petit peu, et j'ai un espace Power BI qui se trouve sur le cloud. Actuellement, c'est dans Office 365. Mais là, l'idée, c'est d'avoir vraiment, donc Power BI Site, c'est un terme qu'on a déjà eu dans le Power BI actuel, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un espace sur le cloud qui n'est pas forcément lié à Office 365, sur lequel je vais avoir tout ce que j'ai besoin, tous les objets Power BI que je vais créer, sur lesquels je travaille. Donc là, l'idée, on appelle ça les Power BI Site, et je vais avoir un nouveau portail. Vous le voyez sur le screenshot, mais bien évidemment on va le voir en démo juste après, mais j'ai un nouveau portail qui va me permettre de créer tout un tas d'éléments dans Power BI. Je vous disais, on a un deuxième côté qui est le côté on-prem, puisque bien évidemment il y a un moment on a besoin d'interfaces et d'objets pour pouvoir créer des modèles, hein. On reste bien dans de la création de modèles BI, plus exactement de self-service BI ou de BI personnel. Donc on a Excel qui reste un outil de création de BI qu'on va garder, mais on a un nouvel outil qui arrive qui s'appelle le Power BI Designer, qui est finalement un éditeur un peu standalone, un peu autonome, qui finalement va lever une des frictions, c'est l'obligation d'avoir Excel pour pouvoir créer des objets. Actuellement, si vous voulez un modèle Power Pivot, vous n'avez que Excel pour pouvoir le créer.
Certains me diront qu'on a SSS tabulaire avec Visual Studio, mais c'est quelque chose que vous ne pouvez pas mettre dans votre site Office 365. Actuellement, vous n'avez qu'Excel. Là, l'idée, c'est d'avoir un deuxième outil pour tous les gens qui n'ont pas Excel 2013, qui ne veulent pas Excel 2013, qui n'ont pas du tout Excel, pourquoi pas. Donc, on va avoir un outil qui s'appelle le Power BI Designer qui va nous permettre de créer tout ça. Qu'on se rassure aussi, sur la partie cloud, on va aussi avoir des interfaces de création, et donc on va pouvoir pas juste tout créer on-prem et uploader sur notre espace cloud, mais on va pouvoir aussi créer des éléments sur l'espace cloud. On le verra tout à l'heure lors de la démo. Autre nouveauté, alors c'est annoncé depuis un bon moment, c'est toutes les applications mobiles. Et j'ai mis entre parenthèses iOS, pourquoi? Parce que la version qui est sortie actuellement avec cette VNext de Power BI, c'est les applications pour iOS, iPhone et iPad. Alors, je ne vais pas vous les montrer ce soir parce que lors d'un webcast c'est un petit peu plus compliqué, mais si vous regardez les vidéos des Tech Days qui ont eu lieu récemment, en février, vous avez eu des démos faites par Franck Mercier qui vous montrent justement l'application iPhone et l'application iPad, et bien sûr elles vont consommer tout ce que vous allez créer sur le Power BI site. Mais ce n'est pas tout. On a souvent posé la question de se dire j'ai envie de pouvoir me connecter à mes cubes. On a souvent des assets existants, souvent de longue date, qui sont des cubes tabulaires, multidim, et l'idée c'est de se dire mais j'aimerais bien pouvoir faire un Power Query, me connecter directement dessus pour pouvoir faire des tableaux de bord un petit peu plus dynamiques et pas forcément faire des mini data marts dans des Power Pivot, dans des modèles Power Pivot. Là, avec Power BI V2, on a donc ce qui s'appelle le Live Query qui va nous permettre, via un petit module, on en parlera dans le prochain webcast, qui s'appelle le Analysis Services Connector, qui va nous permettre de se connecter à de l'Analysis Services qui pourrait se trouver on-prem. Attention, on reviendra sur les limitations, on parle bien de SSS tabulaire. Pas de multi-im pour le moment, mais il n'y a pas de freins qui ont été annoncés clairement, donc on se doute bien que la version multidim devrait arriver. Et enfin, dernier point, et après on va passer à quelques démos, ça sera toujours plus parlant. Dernier point, ça va être tout ce qui va être API. Cette nouvelle version, il y a beaucoup, et j'en fais partie, on est beaucoup quand on fait des développements applicatifs, quand on fait des projets BI, quand on est éditeur, on aimerait bien pouvoir étendre ou aller un petit peu plus vite que ne va Microsoft dans ses outils et développer des choses autour des solutions. C'est simple, quand Microsoft le sait, on n'arrête pas de lui rabâcher, qu'on soit MVP ou tous les programmes un petit peu d'avance de phase qu'on a avec Microsoft, on les rabâche. Et donc sur cette VNext de Power BI, en fait Microsoft a mis au cœur la création d'API. Donc on a quelques éléments, c'est évidemment en preview, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, je le redirai tout à l'heure dans les limitations, mais Microsoft a mis au cœur de ses solutions des API pour pouvoir développer autour de tout ça. Mais on en parlera dans un prochain webcast, c'est pas le but de ce premier webcast de parler des API, mais sachez qu'il y a tout un tas d'API qui permettent de piloter, contrôler Power BI. Juste avant de passer à la démo, je vous mets juste, pendant que je réponds aux questions, la version un petit peu plus texte des nouveautés. Mais on a une question sur l'application iPhone, juste dispo sur l'App Store US actuellement. Alors, en effet, une des limitations, j'y reviendrai tout à l'heure avec un slide, mais une des limitations actuellement, on est bien sur une version preview. On n'est pas sur une version que vous pouvez acheter et mettre en prod. Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, mais Microsoft ne la supporte pas. On est bien sur une version preview. Donc elle a ses limitations, et la première c'est que la plupart des choses sont disponibles uniquement quand on est en configuration US. Maintenant vous allez voir que moi je fais des démos, j'ai pas de tenant US, je n'habite pas aux États-Unis, j'ai tout simplement un mail on va dire un peu neutre, et puis tout simplement j'ai décidé de dire que j'étais aux États-Unis, et il y a quelques modifications à faire, notamment dans la configuration de votre OS, et vous pouvez très bien aller sur les App Store US, etc. Donc si vous levez ces limitations là, vous pouvez travailler avec. Alors on va faire une petite démo, parce que le temps passe, l'idée c'est de pouvoir vous montrer ça. Et donc la première chose, alors je suis déjà connecté, mais voilà à quoi ressemble quand on se connecte à un Power BI. Alors je l'appelle V2, petite parenthèse, je l'appelle V2, mais c'est pas un nom officiel V2. J'ai entendu V2, VNext. À un moment, on parlait de Power BI Dashboards. Là, l'URL, c'est app.powerbi.com. Si vous retirez le app2 points, vous allez sur le portail dans lequel vous pouvez
en gros retrouver l'ancienne version, mais la nouvelle se trouve bien sur app.powerbi.com. Donc certains l'appellent aussi Power BI App. Voilà, donc moi je vais l'appeler V2 pour ce webcast, mais on parle bien de ce qui est en preview et qui sera la future version pour tout le monde de Power BI. Alors la première chose qu'on peut voir quand on arrive sur ce dashboard, c'est on n'est plus comme déjà c'est pas SharePoint, ça c'est la première chose à noter. Donc on n'est pas dans un univers SharePoint, on est vraiment dans quelque chose qui va être dédié, sur lequel on va avoir des dashboards, des reports et des datasets. Je vais revenir sur les datasets un petit peu après, mais les dashboards, c'est ce qu'on a ici. Et en fait, tout simplement, c'est un ensemble de tuiles. Donc, Microsoft a beaucoup travaillé sur l'ensemble de ces devices, sur ces interfaces. Alors, on l'a appelé à une époque Metro, Modern UI, mais l'idée, c'est de se consacrer sur le contenu et de le présenter sous forme de tuiles. Et bien là, l'idée, c'est pareil, on va avoir un contenu sous forme de tuiles, et je vais donc pouvoir créer mon tableau de bord, et hop là, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais pouvoir donc créer mon tableau de bord et mettre les différents éléments comme ça. Donc vous voyez, je peux bouger les éléments, je peux les retirer de mon tableau de bord. Je peux aussi agrandir certains éléments. Là, vous l'avez ici. Si par exemple cette KPI, je veux la mettre un petit peu plus grande, donc je vais avoir des tailles de tuiles et je vais avoir des tuiles sur lesquelles je vais faire ça. Donc je vais pouvoir finalement créer mon tableau de bord et la vue avec, vous pouvez le voir ici tout de suite, des KPI. Donc je vais pouvoir créer mon tableau de bord pour avoir une vue directe de mes données. Ça actuellement, si vous le faites avec SharePoint, il faut vraiment maîtriser les web parts et le contenu SharePoint. Là, on a quelque chose de très très simple. Ensuite, ces petits éléments, d'où ils viennent? Tout simplement, vous avez tout à l'heure, j'ai fait une petite fausse manip. Finalement, quand je vais rentrer dans des éléments, donc par exemple sur cette KPI, alors là, on est sur une KPI toute seule, mais on va arriver justement sur ce qu'on appelle le report, et donc on va pouvoir zoomer sur l'élément. Donc déjà, il va passer plein écran, et potentiellement, il faudrait juste que j'en ai un là. Par exemple, ici, j'ai... Et là, vous allez avoir quelque chose qui va ressembler finalement à Power View. Je vais pouvoir zoomer et avoir les différents éléments. Et donc là, vous voyez, on retrouve la notion de page de Power View, sur lequel je vais pouvoir zoomer dans finalement un rapport et avoir les différents éléments pour lesquels, qui vont correspondre à un petit peu comme si je faisais du drill down ou du drill through. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, chaque élément à l'intérieur de ce dashboard peut donc devenir... Là, vous voyez, pin to dashboard peut devenir un élément de mon tableau de bord. Donc, on a bien deux niveaux. On a le dashboard, dans lequel je vais mettre des morceaux qui proviennent de... Alors, je vais pas dire Power View, parce que nulle part, c'est marqué Power View, mais vous doutez bien que là, par exemple, ici, j'ai importé un classeur Excel qui contient des Power View. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait sous Power View. Mais les éléments graphiques que je vais avoir dans des éléments qu'on va appeler les reports, je peux les mettre, les épingler sur mon dashboard, et donc faire un dashboard d'entreprise qui peut avoir des données qui proviennent de différents éléments. Donc là, par exemple, ici, vous voyez, pin to dashboard, et donc si je reviens sur mon tableau de bord, je vais l'avoir ici. Où est-il? Il l'a mis par contre sur un autre tableau de bord. Est-ce qu'il me l'a mis là? Est-ce qu'il me l'a mis ici? Alors après, il faut juste retrouver, ça c'est les erreurs de jeunesse en fait de la version preview, dans le sens où on a du mal à voir les trucs. Par exemple là, en fait, il est dans ce reports là, et il n'était pas forcément dans un dashboard en particulier. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire un pin. Vous retrouvez bien sûr tout simplement Power Q&A, donc là qui est totalement intégré, il n'y a pas de enable à faire ou de choses à activer, etc. C'est que là directement, si je viens sur Where was GP1 last month, alors je ne sais pas si j'ai le bon classeur, no data available, perdu, alors how many venue in April 2014 par exemple. Hop, 25. Donc vous voyez que finalement j'ai bien Power Q&A qui fonctionne. Donc là j'ai rien fait à part préparer mon modèle, hein, bien sûr. Alors juste une petite parenthèse. Donc je vois dans le chat qu'on parle de latence. Il est vrai que avec Link, il y a toujours un petit décalage. Donc désolé, je vais essayer d'adapter mon discours avec les démos pour que ça soit un peu raccord avec le son. Donc là on était sur Power Q&A. Donc l'idée c'est de taper sa question, et en fait, ce qu'on va avoir, exactement comme si j'avais fait un Power View ou quelque chose à côté, je vais pouvoir
agrafer ma question. Donc actuellement dans Power BI, vous avez la notion de featured question. Donc vous pouvez mettre des questions à la une et donc construire une sorte de tableau de bord avec ça. C'est quelque chose qui est assez intéressant pour construire des tableaux de bord. Là finalement c'est intégré au même titre qu'autre chose. Donc là, vous avez bien ce petit onglet Pin to Dashboard et donc je vais pouvoir le mettre directement dans mon dashboard. Et donc là on voit bien Count of the News. Donc ça c'est la question que j'ai posée, 25 qui est la réponse. Et bien sûr, ça va se mettre à jour en fonction de mes données. C'est bien la KPI que j'ai ressorti. Autre élément qu'il y a de nouveau, c'est ce que je vous disais, la notion de dataset, où je vais pouvoir finalement avoir mes sources de données. Donc les datasets, vous voyez qu'ici j'ai un get data, donc si je clique sur get data, il va me charger la liste des données. Donc déjà, je ne l'ai pas forcément mentionné, mais on a des nouvelles sources de données de type software as a service, donc du Salesforce, du SendGrid, Zendesk, etc. Je vais pas vous les lister. Évidemment, vous avez les sources classiques, donc l'Excel Workbook qui va contenir un modèle Power Pivot, du Power View, etc. Le fameux Power BI Designer File dont je vous parlais, mais je vais faire la démo juste après. Et surtout, c'est que dans Get Data, je vais avoir des choses supplémentaires et on retrouve SQL Server Analysis Services. Et donc là, quand on a Analysis Services, qu'est-ce qu'il y a de beau? Là, en fait, on voit que j'ai 3 connexions. Alors, le problème, c'est qu'il y a des connexions de test et dans cette preview, on ne peut pas les supprimer. Donc, il y a du test, mais il y en a une qui va m'intéresser, c'est SSAS Tabular Cloud ASEO. En fait, j'ai tout simplement prévu, hop, attention à la latence, donc là, je passe sur le portail Azure. J'ai une VM qui se trouve sur le cloud. Alors, pourquoi j'ai mis une VM? Tout simplement parce que je voulais pas mettre ça sur ma machine. Donc, j'ai une VM qui tourne avec une instance tabulaire. Le fameux Analysis Services Connector, et tout simplement ici quand je suis là, je vais pouvoir me connecter sur cette source de données. Il va me proposer les différentes bases de données qu'il trouve là, et bien sûr sur lesquelles j'ai droit. Donc là on gère bien la sécurité, c'est-à-dire que je suis connecté en tant que, si je me mets sur mon petit bonhomme, en tant que webcastgus@salindro.net, en fait, côté Analysis Services, c'est bien moi qui suis vu jusqu'au bout. Donc on a bien la sécurité, et c'est du live, c'est-à-dire que ici, je vais tout simplement me connecter à ce cube-là, à cette base de données-là. Oui, ce cube-là, on peut dire, c'est un modèle tabulaire, mais c'est bien un cube. Et donc il va se connecter et il va... Allez... Non, alors il l'a déjà fait, mais voilà. Il fallait juste que je clique sur la source de données parce qu'elle existait déjà. Donc en fait, il va m'ouvrir tout simplement un espace blanc. Donc cet espace blanc, on peut très bien imaginer que ça soit l'équivalent d'un Power View. C'est marqué nulle part, mais c'est bien un Power View. Et donc là, je retrouve mon modèle. Donc je dois avoir des ventes qui doivent traîner dans un coin. On voit Internet Sales. Donc Internet Sales, le classique, en fait Sales Amount. Hop, donc je vais mettre le Sales Amount. Je vais le mettre par exemple par... Hop, donc là... il va me faire le calcul. Je vais le mettre par exemple par... Alors, en plus avec le webcast, c'est pas forcément super tip-top la latence, mais je vais le mettre par exemple par calendar year. Et donc je vais pouvoir ici faire mon slice and dice, donc vraiment naviguer dans mon cube directement depuis Internet, depuis cette VNext de Power BI. Hop. Autre chose que je vais vous montrer, parce que le temps passe, on a tellement de choses, c'est le fameux Power BI Designer. Alors qu'est-ce que le Power BI Designer? Tout simplement, je vous l'ai dit, c'est un éditeur, un designer standalone. Donc plus besoin d'Excel pour pouvoir créer un modèle Power Pivot, une requête Power Query, des vues Power View, et d'envoyer tout ça dans mon cloud. Tout simplement, je vais avoir donc le Power BI Designer. On retrouve le Get Data. Get Data, il devrait vous rappeler quelque chose. Si finalement vous regardez, ici, vous avez toutes les sources. Blank Query, ça vous rappelle rien, c'est bien Power Query qui est ici. Et donc je vais pouvoir, alors là je vais ouvrir finalement un qui est existant. Hop, ils n'ont pas mis l'ancien, donc j'en ai déjà un ici que j'ai été récupéré. Hop, donc j'ai bien ma query ici où je vais chercher des données. J'ai ici un report que j'ai créé, donc ça ressemble à du Power View, sauf que là c'est du full HTML5 et vous voyez qu'il y a des nouveaux éléments. Donc là par exemple ici, j'ai, donc ça reste sur du Power View, mais ici j'ai une tree map. Et donc on peut très bien imaginer ici, on a des nouveaux éléments, donc le funnel, donc c'est une vision entonnoir, donc c'est très spécifique à certains types de données, qu'on a de nouveau, la tree map qui est nouvelle aussi, on a aussi les jauges, que vous avez pu voir directement dans mon dashboard, et le petit dernier qu'on a ici, c'est le field map. J'ai peut-être une démo ici, c'est tout simplement, plutôt que d'avoir, on va revenir ici et ne pas sauvegarder ce dashboard, hop, don't save. Si ici je viens sur
hop, et que je mets des villes avec par exemple, donc, hop, je vais y arriver, et donc ici, plutôt que emplacement, il m'a mis city. Hop, donc ce que je veux changer comme type de graphe, c'est donc ne plus prendre, on va prendre le pays, ça sera mieux. Hop, country. J'espère juste que mes métas sont bonnes, normalement elles sont plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'il a pris Europe, et donc si je prends celui-là, je ne l'ai pas préparé, donc je ne suis pas du tout sûr de mon test. Hop, ça ne fonctionne pas, on va retester avec City. C'est un petit peu long, mais l'idée c'est... On va le laisser charger ces données. L'idée c'est qu'en fait ils nous mettent les shapes plutôt que des bulles directement. Hop, je ne sais pas s'il est en train de charger la map. Il y a peut-être beaucoup trop de données. Ouais, si vous voyez, ouais, on a les shapes ici. Donc on voit ici que j'étais à Chaumont-sur-Tharonne. Je ne me demandais pas ce que je faisais là-bas. Et donc ici, bah, il a bien découpé la ville et récupéré les éléments. Donc bon, peut-être que ça devrait marcher. C'est censé marcher sur le pays, mais voilà ce qu'on peut avoir. Donc des nouveaux composants. En effet, je vois qu'on se félicite du trimap. On a ces nouveaux composants et on imagine qu'il y en a d'autres qui vont arriver puisque l'idée c'est d'avoir vraiment quelque chose de riche, de beaucoup plus visuel à utiliser. On reste sur une base de PowerView, mais c'est vraiment super agréable à utiliser et notamment si je reviens sur mon ici, c'est qu'on a des choses intéressantes, c'est qu'en fait, si je veux tout simplement naviguer, on a vraiment du side assez intéressant. Par exemple, ici, je veux faire un zoom sur 2013, ben, j'ai juste à le prendre, le mettre à côté ici. Pourquoi pas ici rajouter une autre table qui va être par exemple, donc là sur 2013 je veux filtrer par fruit, changer et donc mettre ma trimap, hein, donc c'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure, et donc là je vais pouvoir avoir donc quelque chose qui va être intéressant. Donc vraiment on navigue dans les données. Je vais revenir sur les slides, il nous reste 5 minutes. Je vais juste vérifier si j'ai rien oublié sur la démo. Hop. Donc des nouveaux composants avec une petite coquille sur le slide, donc trimap, jauge, KPI, des choses toutes simples. Hein. Des fois quand on fait un tableau de bord, c'est suffisamment joli de mettre juste le chiffre avec la bonne police et la bonne taille qui va bien. Pour montrer une KPI, c'est assez simple et ça permet de faire des dashboards très bien. Donc bah, ça, on l'a maintenant avec cette version de Power BI. Des nouveaux composants, donc ça on imagine que ça a avancé. Le fameux tile dashboard, donc c'est ce que je disais, on a une nouvelle façon de construire un dashboard à partir de ce qu'ils appellent les reports. Les reports, c'est tout simplement vos Power View classiques qui restent bien sûr présents, mais l'idée c'est d'avoir deux niveaux, un niveau de dashboard, donc quelque chose d'agrégé par tuile, et un niveau navigation. L'expérience enrichie, hein, donc je vous l'ai montré, on peut vraiment, on a une espace de travail et là-dessus on va vraiment faire du slice and dash sur lequel on va jouer, on va mixer des éléments, on fait vraiment des choses assez intéressantes. Ça avait été montré à différentes conférences par Microsoft, hein, notamment la WPC et la Business Analytics Conference en 2014, mais là l'idée c'est vraiment vous pouvez jouer avec. Et enfin tout ça en HTML5, donc je ne l'ai pas testé sur d'autres navigateurs, mais l'objectif de Microsoft, hein, maintenant c'est sur l'ensemble de ces développements, c'est bien sûr que ça soit disponible sur tous les navigateurs. Live Query avec SSAS, donc vous avez pu voir, ça me permet de répondre à la question de David sur la volumétrie et les temps de réponse acceptables. Là pour l'instant on est en preview, donc c'est difficile de faire un jugement parce que en fait derrière ils travaillent, ils font des mises en prod, ils n'ont pas forcément des versions optimisées, peut-être avec beaucoup plus de télémétrie. Donc sur le temps de réponse là par exemple, on voit bien, hein, ce que j'ai fait sur le cloud, donc c'est pas avec ma machine, c'est bien entre le tenant de Power BI et une VM. Je pourrais à la rigueur regarder sur quel emplacement elle est en Europe de l'Ouest. Donc déjà il y a un souci, c'est que ma VM se trouve en Europe de l'Ouest, le tenant se trouve en Ouest US.
Donc forcément, il fait la moitié de la planète. Donc vous voyez que c'est pas forcément super rapide pour faire ça. Et puis ma VM est un peu petite, donc on peut très bien imaginer qu'on peut essayer d'avoir des optimisations. Maintenant, évidemment, vous imaginez bien que Microsoft ne se dit pas on va sortir un produit qui a des temps exécrables en termes de latence. Donc l'idée, ça va être de leur côté d'améliorer ça, de les rendre les plus effectifs possibles. Donc bien sûr, on va essayer ils vont essayer je me mets dans la même équipe, ils vont essayer de faire ça du mieux possible. Actuellement, c'est vrai qu'il y a quelques latences à utiliser Analysis Services en mode live query. Le designer autonome, donc Power BI Designer, alors on peut se poser la question de se dire, bah mais on n'arrête pas de nous dire Excel, 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 toute la BI est dans Excel et maintenant on nous sort un nouvel outil. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il n'y a plus d'excuses à dire ouais mais moi j'ai pas la bonne version d'Excel, ouais mais moi mon IT elle veut pas, etc. On est sur une application autonome. Et surtout pensez bien, c'est du en plus. L'idée n'est pas de se dire demain il n'y aura plus de BI dans Excel. Actuellement vous prenez Excel, vous créez un modèle Power Pivot et du Power View. Ce que j'ai fait dans ma petite démo, je vais revenir sur ça, mais ici, mon modèle AdventureWorks, mon modèle Foursquare, c'est des choses que j'ai fait bien sûr dans Excel. Je ne l'ai pas fait avec le Power BI Designer. Donc actuellement, Excel est bien un outil de création d'éléments. Maintenant, on va voir comment ça va évoluer au niveau de l'alignement des versions, puisque Excel version cloud se met à jour aussi tous les mois, mais qu'est-ce qu'il en sera de la version boîte? Donc ça, on va voir. Pour répondre à ta question, Vivien, donc l'application autonome est tellement gourmande qu'une utilisation avec Excel, je ne l'ai pas utilisé suffisamment à fond pour avoir une certitude. Maintenant, il faut bien voir, c'est qu'il faudra le comparer avec la version 64 bits d'Excel et pas avec la version 32 bits. Application iOS, je ne peux pas vous le montrer. Les sources de données, vous avez pu voir, hein, donc on a du Salesforce, etc. Mais on en reparlera avec les API et avec l'extensibilité. Mais l'idée, c'est en effet d'avoir de plus en plus de sources de données et surtout des sources de données verticales. L'idée, c'est pas de dire je vais me connecter à DB2, à Oracle ou à SQL Server. L'idée, c'est de dire je vais me connecter à Sage, à SAP, à Salesforce, etc. Donc l'idée des sources de données, c'est vraiment d'avoir quelque chose de plus en plus vertical. Et les API, mais on en parlera dans un prochain webcast qui arrivera tout à l'heure. L'idée n'est pas d'avancer là-dessus. Je termine juste une petite conclusion et puis je prendrai encore quelques questions. Au niveau des limitations, on a parlé d'une, États-Unis uniquement pour le moment. Vous avez moyen de piper les dés là-dessus, mais officiellement, c'est uniquement pour les Américains pour pouvoir jouer un petit peu avec. Sur l'analyse services, on l'a dit aussi, c'est uniquement du tabulaire pour le moment. On croise tous les doigts pour qu'il y ait aussi bien du tabulaire que du multidimensionnel. Ça marche avec SharePoint On-Prem, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas avec cette version online de Power BI. Pas d'éditeur avancé Power Pivot dans le Power BI Designer, je ne l'ai pas précisé, mais je parle bien du Power BI Designer, qui est actuellement limité. On a tout Power Query, on a tout le nouveau Power View, alors je dis bien le nouveau Power View, en tout cas celui de Power BI V2, celui qu'on trouve sur online, mais par contre côté modèle de données, à part faire des liaisons, on ne peut pas faire de hiérarchie, on ne peut pas créer de mesures en DAX, on ne peut pas masquer des colonnes, donc on n'a pas suffisamment la main sur le modèle, mais bon, on se doute bien que tout ça va arriver, hein, c'est dans Excel, donc il n'y a pas de raison que ça ne soit pas dans le Power BI Designer. D'autres interrogations qu'on peut avoir, j'ai pas la réponse là-dessus. Le data catalogue, quand on fait un get data, on ne peut pas faire de l'online search, donc je ne peux pas aller rechercher des queries qui se trouveraient dans mon tenant, dans mon data catalogue. Le data refresh, actuellement, on a des interrogations sur le data refresh. On ne sait pas comment ça va fonctionner. Alors, on se doute bien qu'avec l'analyse services connector, on voit un peu ce qui pourrait se passer, un petit peu à la Power BI actuellement, mais sur cette version, on n'a pas du tout, ce n'est pas dans la preview, donc on ne peut pas jouer avec. Mais tout ça arrive, bien évidemment. Microsoft a mis à jour d'ailleurs le Power BI Designer pas plus tard que hier. Donc tout ça arrive et bien sûr, ça va se mettre à jour au fil de l'eau et pour avoir quelque chose au niveau de la GA, de la General Availability, quand l'application sortira, avoir quelque chose là-dessus. Je terminerai très rapidement sur le prêt et les licences. Je pensais qu'il allait y avoir pas mal de questions, mais elles vont peut-être arriver après. Grosse nouveauté. Donc là, il y a une annonce qui a fait un petit peu un coup de tonnerre. À vous d'en être juge. Mais en tout cas, ils ont une version gratuite. Voilà. Alors, il y a quelques limitations. Je vous laisse les découvrir, mais elles vont être bien principalement sur limitations dans les fonctionnalités, limitations dans l'usage.
Donc par exemple la taille de vos modèles par exemple au niveau des utilisateurs. Mais on a bien une version gratuite. Donc on ne peut pas dire que quand on est une TPE, etc., que c'est cher, qu'il faut Office 365, etc. On est sur quelque chose de standalone. On n'a pas besoin d'Office 365. On a une version gratuite. Et la version pro, puisque bien évidemment, vous doutez bien, hein, Microsoft, son métier c'est de vendre des licences, donc vous doutez bien qu'il y a derrière une vraie volonté quand même de générer du revenu, c'est son métier de vendre du logiciel. Ben, il y a une version professionnelle qui démarre, enfin c'est pas qui démarre, il y a un seul prix, qui est à 10 $ par utilisateur et par mois, c'est facile à faire vos calculs. Donc là, c'est toutes les fonctionnalités un peu pro, le data refresh un peu avancé, un peu plus d'espace dans le tenant, tout ce qui est collaboratif. Donc par exemple le data catalog, vous, vous doutez bien que ça va être dans la version pro. Donc tout ça arrive, tout ça est détaillé dans Power BI. Je terminerai avec un dernier point. Vous posez la question de dire, parce que moi Office 365 est un produit que j'aime bien, que j'aime beaucoup SharePoint, parce qu'il permet de faire des choses assez sympathiques au niveau de l'organisation des données, au niveau de l'organisation à une échelle d'entreprise. Évidemment, quand on est une TPE, ça n'a pas forcément d'intérêt pour faire 3-4 dashboards BI, mais Office 365 reste bien présent, mais n'est plus obligatoire. Tout à l'heure, je parlais de points de friction. Office 365 n'est plus une obligation pour pouvoir faire du Power BI. Vous allez pouvoir faire du Power BI sans Office 365, mais bien sûr, a été annoncé un add-on à Office 365. Hop, là je vous avais juste mis le site web, hein, je l'avais juste mis au cas où il y a des questions pour revenir. Et donc je terminerai, donc je vous dis que c'est disponible avec Office 365 sous la forme d'un add-on. Qu'est-ce qui se passe si j'ai déjà Office 365 et du Power BI et déjà de l'existant? Alors, je n'aurai pas beaucoup de réponses pour vous, si ce n'est ce qui a été posté sur le blog officiel de Power BI. Je vous ai mis la petite phrase, hein, mais globalement, Microsoft nous rassure en nous disant l'idée c'est pas de changer de version, c'est bien de migrer votre version existante et d'avoir cette nouvelle version avec toutes les nouveautés, donc d'avoir une transition la plus smooth possible. Alors ça c'est moi qui le rajoute, mais bien évidemment on se doute bien que Microsoft va pas faire du Big Bang et va gérer justement cette transition. Donc rassurez-vous, si vous avez investi dans Office 365, ce n'est pas perdu, vous aviez eu raison, et vous gardez Power BI. Par contre, il y a quelque chose qui est super intéressant, c'est que Office 365 ou pas, le prix passe bien à 10 $ par utilisateur et par mois. J'ai pas eu l'occasion de le vérifier sur mon propre tenant s'il m'avait fait la répercussion des prix aujourd'hui, mais voilà, ça a été annoncé, ça va arriver, la réduction de prix va arriver par la suite. Donc voilà pour ce webcast. Je vais prendre les questions qu'il pourrait y avoir. Donc j'ai vu que j'en avais quelques-unes de retard. Donc il y avait les perfs. L'idée est toujours de vendre du Power BI en fort lien avec Excel alors. Alors en fort lien avec Excel, l'idée c'est qu'Excel ne soit pas un prérequis. Si on a Excel, on bénéficie d'Excel et de la façon de ce qu'on fait avec Excel, mais si on veut juste faire un petit rapport rapide et qu'on n'a pas forcément Excel sur son poste, on n'est plus obligé d'avoir Excel. Hein. Donc le fort lien avec Excel, il est un peu plus tempéré dans le sens où ce n'est plus un prérequis. Donc on va dire qu'on a toujours un lien avec Excel, Excel reste présent dans la boucle. Maintenant, est-ce que le lien est fort? Je ne pense, beaucoup moins maintenant. L'application autonome étant en temps plus. Voilà. Alors, la carence au niveau de Power Pivot, c'est ce que je disais. En effet, actuellement, le Power BI Designer est assez limité côté Power Pivot. Power Query, on est ISO. Power View, évidemment, c'est là où on est plus avancé, puisque on est sur cette version bêta où on a les nouveaux composants graphiques, des choses comme ça. Donc on est un petit peu plus avancé. Par contre, Power Pivot, c'est pas encore sur cette version. Et Q&A sur cette version 2, Q&A c'est la démo que j'ai fait tout à l'heure. Q&A tout simplement, il est là, il est présent. Par défaut, tout modèle qui est mis sur le portail est disponible sur Q&A. On a pu faire le test en live avec une question. Maintenant, je pense que peut-être la question qu'il peut y avoir derrière, c'est Q&A en français, parce que c'est souvent la question qu'il y a derrière. Elle n'a pas été posée, mais je la pose. On n'a pas forcément de nouveau là-dessus, c'est-à-dire que Q&A n'a pour l'instant pas de mise à jour. Comme c'est du software as a service, peut-être qu'il est plus performant. Ça, j'ai pas encore testé. Il faudra que je demande à mes confrères qui sont plus spécialistes de Q&A pour voir si eux ont vu des différences de fonctionnalité, de rapidité, de pertinence. Mais ce qui est sûr, c'est que la version française n'existe pas. D'autant plus que la preview est réservée aux US, donc ça va être difficile d'avoir une V2 de Q&A qui prennent le français. Maintenant, j'ai pas plus de réponses que ça. Je vais faire une réponse microsoftienne. Hein. Oui, bien évidemment, il y aura les autres langages.
Voilà, je mets des guillemets, hein, ce n'est pas moi qui parle. Maintenant, quand, comment, de quelle façon, je ne saurais vous dire, puisque bien, vous vous doutez bien, quand Microsoft fait ça, nous on pense aux Français, mais il faut penser aux Chinois, à l'arabe, aux Thaïlandais, donc à toutes ces langues et ces alphabets. Voilà, donc évidemment, quand ils y réfléchissent, c'est un petit peu plus compliqué qu'on peut imaginer nous de notre côté, mais avec les synonymes et le phrasing, on commence à avoir quelque chose qui est quand même assez intéressant, même en français. Maintenant, faut pas non plus dire à vos utilisateurs, ça marche en français parce que avec les synonymes, parce que c'est pas suffisant. Ils auront vite quelques lacunes, notamment sur certaines prépositions. S'il n'y a plus, eh bien en tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce webcast sur les nouveautés de Power BI V2. Rendez-vous pour un second webcast sur des fonctionnalités un peu plus avancées. Merci.